Coloscopie. Pascal Légitimus de la Clémendière de Bois-Dormant de Courtemanche, vicomte de Bragelonne. Laurent Baffy. Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, parce que j'inclus Roman maintenant dans cette émission. Parce qu'il est nouveau, lui, je ne le connaissais pas. Tu es né un 13 mars, comme Coco Gauff, Pierre Ninet, Didier Raoult, Jean-Yves Lafesse, Victor Schellcher et Tala Pacha. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Tala Pacha. Tu sais qui c'est? Pas du tout. C'est un inconnu pour moi, c'est pour ça que je suis proche de lui. Je crois pas que tu aies fait une bonne pioche. C'était le ministre de l'Intérieur en 1914 en Turquie. C'est lui qui a validé le génocide arménien. Je connais ce nom par cœur. Ça fait partie de mon histoire. J'ai fait exprès pour justement en parler un petit peu. C'est vrai que c'est à cause de lui qu'il y a eu ces génocides de 1,3 million de personnes. Donc c'est pas une personne que je mettrais dans mon vocabulaire, que je fréquenterais. Mais bon, les génocides que les Turcs n'ont toujours pas reconnu. Non, toujours pas. Hélas. On attend encore 20 minutes. Oui, on peut. Même 22 si tu veux. Ton père Théo était antillais et ta mère Madeleine était arménienne. Donc toi, tu dis sur scène que tu es caucase cocotier. C'est ça, tout à fait. J'ai la couleur entre deux chaises. Voilà. Et c'est vrai que c'est un mélange un peu particulier. Je dirais même que je rajoute parfois, pour ceux qui ont du mal à visualiser ce mélange, imaginez un boudin trempé dans du tarama. Voilà, je suis issu de ça. Tu es né un vendredi 13. Oui, un jour de pleine lune. Pourquoi tes parents t'ont gardé? Écoute, ils m'ont gardé parce que je pense que j'étais un garçon aimant et que je suis le premier Nous sommes 4. 2 enfants, il y a 2 mâles, 2 filles, donc je suis l'aîné. Donc c'est important, je pense, pour mes parents d'avoir un enfant. En tant qu'aîné, tes frères et sœurs ont hérité de tes pulls, tes pantalons? Non, je pense pas, non. Non? Non. Non, c'est normal pas. Dans une famille de 4. Peut-être que ma sœur a récupéré un slip ou 2, peut-être. Ton père et ta grand-mère, Darling, étaient comédiens. Oui. On peut dire que tu es un enfant de la balle. Tout à fait. Où est-ce qu'on aurait pu voir ton père? Mon père a joué dans Marche à l'ombre. D'accord. Il jouait le chef du squat, ouais. Dans lequel Michel Blanc voyait des renards et avait des dents qui poussaient. Oui, exactement. Et il a fait aussi l'addition avec Richard Berry. Oui, il a fait plein de choses, mais surtout beaucoup de théâtre et beaucoup de musique. Mon père était musicien, il a fait du doublage, il a fait des claquettes, il a fait du chant, mais surtout il faisait partie de cette troupe qui existait dans les années 50, ça s'appelle les Griots. Les Griots, c'était la première troupe avec des acteurs blacks qui jouaient le répertoire afro-américain. Était également l'arrière-petit-fils de Hégésippe Jean Légitimus, qui fut député de Pointe-à-Pitre. Tout à fait. C'est quoi ce prénom, Hégésippe? C'est des prénoms qu'on donnait aux esclaves, en fait. Tu sais, c'est des prénoms un peu particuliers. Hégésippe, je sais pas d'où ça vient, mais Domitius, tu vois, il y a des noms comme ça, un peu particuliers. Et alors, il y a un boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre, et c'est grâce, on va dire, à cet arrière-grand-père qui était député et maire de Pointe-à-Pitre. Et c'est un des premiers députés qui était à l'Assemblée nationale. Est-ce que toi, tu penses que tu vas donner ton nom à une rue? À une impasse, peut-être. Je ne sais pas, on verra. Non, t'es pas optimiste? À une école, je m'en fous un peu. J'ai déjà fait 182 sketchs avec mes camarades. Je pense qu'on a marqué un peu les esprits et les générations, donc ça suffit largement. Touche finale au tableau, tu es cousin avec Laurent Voulzy. Yes. Et tu aimes les fraises comme Aimé Césaire. Donc il y a vraiment... Ah bon, d'où tu sors ça? Il aimait les fraises, tu aimes les fraises. Donc il y a une filiation avec Aimé Césaire. Oui, d'accord. Oui, peut-être. Oui, j'aime en tout cas les fruits rouges, parce que ce sont des antioxydants. Ah oui, t'es très pointu sur la diététique. Pointu, je m'aime. Tu sais, en fait, moi j'ai là un principe qui est tout simple. Tu honores ton corps. D'une part, mais tout ce qui sort de mon corps, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui rentre, il y a la douane. Voilà. D'accord, c'est-à-dire tu surveilles... écoute, qui va aller loin ménage sa pirogue à un moment donné. D'accord. Puis comme Oui, pardon. Oui. Tu entends, Roman? Parce qu'on n'a pas une hygiène de vie irréprochable, Roman et moi. Ça se voit, hein. Donc... Oui. Oui, on va pas voyager loin, quoi. Et encore, toi, tu manges pas de gluten? J'ai repris. T'as repris le gluten? Ouais, c'est impossible. Moi, je n'ai pas de gluten, pas de lait de vache, très peu de viande, pas de cigarette, pas d'alcool, pas de café. C'est dur. Hein. T'es lugubre?
Regarde le résultat, tu es lugubre, Pascal. Si tu le dis. Comment tu dois te faire chier dans la vie? Tu bois un peu de rhum quand même. Même pas. Alors, Tu alors, m'as fait une dégustation de rhum une fois, mais on buvait rien. Petite précision, je ne bois pas, mais je goûte. Et j'ai effectivement une cave de rhum que Monsieur Baffy a eu l'audace. Il s'est imposé chez moi. Il est arrivé avec, il est avec sa petite moto. Il est rentré dans mon jardin. Il a dit, bon alors, il paraît que t'as du rhum. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc j'ai ouvert ma cave. Donc j'ai à peu près une 50aine de bouteilles de vieux rhum particulièrement. Et puis j'ai une cave de vin parce que comme j'ai des amis aussi, j'en ai pas, je les loue. Et c'est vrai que c'est sympa c'est convivial le rhum. C'est du rhum qui va de 45 à 59 degrés. Voilà. 59 degrés, c'est le rhum du père là-bas. Tout à fait. Monsieur est connaisseur. Mais oui. Ça te décape l'œsophage. C'est comme une radio. C'est que tu sens tes organes quand le liquide descend. Ouais. Mais il y a même on appelle le rhum de colonne. Ils le prennent dans la colonne. Il fait 70 degrés. Oui, c'est l'eau de colonne. Ouais, si on veut. Et en fait, c'est la particularité, c'est que voilà, c'est le brut avant qu'il soit. Et c'est vrai que c'est assez puissant ça. Alors là, j'ai une question que je pose à tous mes invités, mais dont je me fous totalement. En fait, c'est quelle sorte d'enfant tu étais? Alors, je fais ça pour créer du lien. Ouais, mais je me branle de la réponse. Mais t'as pas besoin de créer du lien, il y en a déjà. Sinon, je serais pas venu. Alors, j'étais un enfant mutique, introverti, timide, voilà, donc inexistant. Tu voulais faire quoi plus tard? Bah, pas grand-chose, si ce n'est qu'à partir de l'âge de 10 ans, j'ai commencé à me dire, tiens, de monter sur scène, ça me plaît. Tout simplement parce que j'avais une maladie, j'ai un peu dit à la télévision, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. J'avais une maladie des os à l'âge de 2 ans et le médecin de famille a dit, cet enfant-là, il va être polio, il va pas marcher, donc il lui faut du soleil pour fortifier le calcium et ses os. Donc ils m'ont déposé dans un sanatorium à Hyères, à l'hôpital San Salvador, un hôpital pour enfants malades. Donc pendant 1 an, je n'ai pas vu mes parents, j'étais dans un lit face au soleil, gorgé de soleil, les palmiers, la mer bleue. Donc je ne parlais pas. Parce que avec des gamins qui avaient des pathologies plus graves que toi? Certainement, ou similaires, mais en tout cas que des enfants dans des lits, sur une grande terrasse. J'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est que ça marchait pas. Effectivement, la parole ne marchait pas. J'avais un référent qui était Madame Lallemand, une infirmière de 50 ans, vaguement. Mes parents ont dû venir 2-3 fois parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, il fallait qu'ils se déplacent. Puis ma mère était enceinte de mon frère. Et donc, quand je suis arrivé chez moi, j'avais donc 4 ans, pratiquement. Et mon frère a pris ma place, symboliquement. Tu sais, le complexe de bite, on appelle ça. Et je suis resté entre 4 ans et l'âge de 10 ans. Mais rien. Même à l'école, je comprenais pas ce qu'on me disait. Donc, je comprenais, mais je pouvais pas m'exprimer. Donc, mauvais souvenir pour toi. Alors, quand tu vas à Porquerolles, tu prends le bateau à Hyères, ça te brasse un peu? Bizarrement, j'ai passé mes vacances à Porquerolles et à Hyères, à la presqu'île de Gien, parce que mon père était, comme c'est le retour aux sources, était animateur d'un village de vacances, s'appelait le club Air Sport Soleil, à la Pointe, à la Tour Fondue. Et donc, pendant des années, j'ai côtoyé cet endroit-là. Et bizarrement, j'ai fait un pèlerinage dans cet hôpital, il y a 6 ans. Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, ok, donc c'est là que j'ai vécu, que j'ai habité. Et ça m'a fait du bien parce qu'en fait, on appelle ça la résilience. C'est-à-dire, c'est la politique du bouchon de liège. Plus tu l'enfonces, puis il remonte à la surface. Et à partir de l'âge de 10 ans, mon père a dit, cet enfant-là, si je le laisse comme ça va être compliqué. Donc il m'a fait faire du théâtre. Et donc j'ai été engagé par Marthe Mercadier, productrice et animatrice et comédienne, dans une pièce qui s'intitulait La planète inconnue. Ils te sortent ce document à chaque fois que tu fais une télé, on te voit enfant. En cosmonaute, j'étais avec Éric Métayer qui était à côté de moi, qui avait 2 ans de plus. Et c'était une comédie musicale pour enfants, donc j'ai appris à chanter, danser, faire des claquettes. Je dis formidable. Et quand j'étais sur scène, j'étais waouh, j'étais heureux en fait, parce que je m'exprimais. Et dans la vie, rien. Donc je me suis dit, je vais continuer, prolonger le plaisir, être sur scène. Et voilà, donc depuis l'âge de 10 ans, je joue. Belle histoire, hein? Ça donne envie de s'intéresser au personnage, non? C'est très beau. Ah, pourquoi tu le fais pas? Je m'intéresse beaucoup. Non? Je vois dans tes yeux. Je suis très intéressé par Pascal. On a eu une vraie conversation, il m'a dit, c'est lui ou moi. Parce qu'il a son mot à dire sur les invités maintenant. Mais je suis ravi de recevoir Pascal. Alors, comment t'écris MAUX? M-A-U-X ou M-O-T-S? Je trouve ça formidable comme histoire et surtout qu'on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui qu'un sanatorium. On n'en voit plus les enfants. C'est vrai. 1980 et les poussières, théâtre de Bouvard, explosion médiatique. Ouais. Vous devenez des stars, vous gagnez beaucoup d'argent en droit d'auteur. Beaucoup d'argent, oui. Si, à l'époque, c'était beaucoup les droits d'auteur. Oui, on peut le dire, allez.
Vous êtes parti fâché avec Bouvard? Bah, fâché, non, c'est lui qui est plutôt fâché avec nous, parce qu'en fait, on s'était dit à un moment donné, tous les 5, donc Seymour Bruxelles, Smaïn, Didier, Bernard et moi, on s'était dit, si on reste dans cette émission, malgré le succès, on va s'encrouter, on va pas évoluer, et on avait peur d'être pépère. Donc on s'est dit, allez, on prend le risque, on s'en va. Effectivement, on a pris le risque, et Bouvard, pour lui, on était quand même un noyau dur. Il vous a fait un procès? Il nous a fait un procès parce que, tout simplement, il y avait dans certains galas qu'on faisait, il y avait des affiches, et les organisateurs, producteurs rajoutaient avec un petit bandeau les anciens du théâtre de Bouvard. Donc et nous on arrivait là-dedans, bon, on n'était pas conscients. Et Bouvard a dit, oui, vous utilisez mon nom, il y a usurpation, je vous attaque. Il nous a demandé beaucoup d'argent qu'on n'avait pas à l'époque, donc on a dû le payer pendant presque 1 an ou 2. Bon. J'aurais pu vous alerter sur les dangers du show business. Mais non, après, vous recommencez avec Paul Lederman à vous faire niquer. Est-ce que vous n'êtes pas un peu con? Non, c'est... non, il n'y a pas de regret là-dessus, sincèrement, parce que c'est un homme quand même très très fort. Qui? Paul Lederman. Et Claude Martinez, très important. En fait, il y avait un hôtel à Cannes. À Cannes, oui, mais pas Claude. Il y a Madame Claude, mais enfin, faut pas confondre avec les deux. Et donc, Claude Martinez, c'était donc le binôme, il faisait binôme avec Lederman, et Martinez était le producteur des Gypsy Kings. Et tous les deux, donc, on produit beaucoup de choses, notamment Claude François, Le Luron, Coluche, etc. Et nous, on avait envie d'avoir un vrai producteur, donc on a été le voir. Et c'est Artus de Penguern qui avait filmé un de nos spectacles. Et puis on est arrivé chez Bouvard, on lui file la cassette. Il la regarde et il nous dit « Ça m'intéresse pas. Franchement, non, là, vous êtes encore has-been, encore jeune. Il y a des restes du théâtre de Bouvard. Il y a du talent, mais ça m'intéresse pas. » Avec cette voix un peu... Tu sais que là, tu vas apparaître comme antisémite en faisant ça. Ce qui a été le cas dans le sketch où tu imitais Arthur. Qui a crié à l'antisémitisme. C'est pas l'antisémitisme, je retranscris la réalité. Donc je vois pas où est l'antisémitisme. La parodie d'Ardisson où Bernard jouait mon rôle. Tout à fait. Bouffi, c'est ça s'appelle? Laurent Bouffi. Laurent Bouffi. J'adore ce sketch. Et donc, avec Lederman, non, ça s'est bien passé, sauf qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'argent, puis on voyait à l'arrivée on en avait peu, nous. Donc on s'est dit, il y a un petit souci. Et on a cassé notre contrat, c'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, au lieu de le renouveler, on n'a pas renouvelé le contrat. Et on a dû lui faire un procès pour récupérer un peu de royalties, parce qu'il en avait beaucoup. Sachant que Claude Martinez lui avait rétrocédé ses parts. Donc... ouais, mais c'est pas très grave parce qu'il nous a quand même beaucoup aidé, il nous a entouré, choyé, il nous a quand même montré quelques ficelles du métier. À cause de lui, si t'as pas joué, à un moment donné, t'as été exclu du trio, dans le Paris et dans l'extraterrestre, c'est à cause de lui. Alors, extraterrestre, je regrette pas parce que c'est pas pour moi un très bon film. Mais c'est pas grave. On est d'accord, mais sur le coup, t'étais très peiné. Oui, j'étais peiné parce que... Les deux t'ont fait de la peine, t'étais double peiné. Ah, tu fais des jeux de mots, toi. Ah, c'est vrai que tu fais des jeux de mots. Excuse-moi, j'avais oublié. Je jongle avec les mots, en fait. Et oui, j'étais peiné parce qu'à un moment donné, à cause de parce que Lederman considérait que 3, c'est les inconnus, et 2 aussi, c'est les inconnus. Donc c'est pour ça qu'il a dit, donc je récupère des droits. Et on lui a dit non. Enfin bref, c'est toute une histoire. Mais tout ça, ça nous a appris beaucoup quand même. On a appris. Alors ensuite, on va pas faire la carrière des inconnus. On l'a déjà évoqué avec Bernard et avec Didier. Mais bien sûr. Qui était là bien avant toi. Bien avant toi. Que dire, on peut évoquer ta blessure. Oui, on vient d'en parler. Quand Didier et Bernard feront pas appel à toi pour le pari. Ouais, mais alors, il y a le pari, certes, mais ça m'a permis, moi, de rebondir. C'est-à-dire que, pour moi, l'échec est un diplôme. À ce moment-là, je l'ai appris. Et donc, j'ai créé ma société. Donc, ce qui m'a permis de produire Anthony Cavana, Stéphane Rousseau. T'as découvert Voilà, avec Arnaud Gidouin. Des gens talentueux. Et même Jamel, au début, il est venu chez moi, il commençait à avoir envie. Laurent Ruquier. Donc, j'ai rencontré plein de gens qui sont venus vers moi. Que t'as mis en scène beaucoup. Que j'ai mis en scène parce que j'adore ça, la mise en scène, et je pense que je vais continuer. Et ça m'a permis de produire des choses et puis de m'amuser, puis surtout de me découvrir artistiquement, voilà, tout simplement. Donc, c'est un mal pour un bien toujours, mais c'est pas très grave. Oui, mais c'était une blessure pour toi. Oui, mais une blessure légitime. Il faut que tu me dises oui, parce que quand il y a du sang et des larmes, nous, on fait des vues. Oui, mais alors attends. Je porte derrière moi déjà, dans mes ascendants, l'esclavage, l'Arménie d'un côté. À un moment donné, moi, je suis plutôt dans l'humour positif. Mais si tu veux en parler, je peux. Je peux te faire pleurer. Tu veux que je te fasse pleurer? Simplement, pour toi, c'était une blessure. Mais je l'ai déjà dit, pourquoi tu veux que je le redise? Oui, c'était une blessure. Ben oui, c'était une blessure. Mais ça n'a pas duré longtemps.
Ça a duré 6 mois, voilà, 6 mois où je me suis posé des questions, mais ces 6 questions, mois à chialer seul dans ta chambre. pas à chialer, mais à mendier dans la rue parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Non, mais c'était dur, mais même financièrement, c'était compliqué pour moi parce qu'on était dans une énergie à 3. Tout d'un coup, tu te retrouves tout seul, tu fais merde, eux, ils font un film, et puis moi, je fais quoi? Parce que, donc, je me suis posé, j'ai dit, bon, alors, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et puis, c'est tout. Donc, il y a une espèce d'analyse auto-psychanalytique qui m'a permis d'être moi, voilà, de m'exprimer. D'où le spectacle avec Mathilde Amet, entre autres, où j'ai pu, tu vois, donner ma patte et puis faire plein de choses, en fait. Donne la patte. Ah, il donne bien la patte. Il n'en reste pas moins que cette période a été une blessure pour toi. C'est plus coloscopie, non, c'est les blessures. Tu devrais intituler ça à ton émission. En 2014, tu retrouves tes potes et vous tournez cette grosse bouse des 3 frères, le retour. Ouais. Alors, grosse bouse avec 2 millions, 2 millions, ça Oui, va, mais quoi. bon, Ah, les ça gens va. espéraient tellement. Alors, c'est c'est comme non. les Bronzés 3. Je comprends. Tu sais pourquoi? C'est qu'il n'y avait pas assez de dramaturgie dans ce film. Dans le premier, il y a une dramaturgie, c'est-à-dire que moi, je perds mon boulot. Didier se fait virer de chez ses beaux-parents. Puis surtout, Bernard, le premier est drôle. c'est un comédien raté. On a peut-être tué un huissier, on a récupéré... Enfin bref, une belle dramaturgie. Dans le second, il n'y avait pas grand-chose. drôle. C'est mon regret, mais bon, on en a parlé. Hein. Pas de drôle. Il y avait des choses drôles, mais Pas assez. c'était pas assez trash. Et pour toi, c'est un succès, c'est une blessure? Ok, je vais t'aider, je vais le dire moi le blessure le plus souvent possible. C'était une petite blessure, oui. Est-ce que tu veux... Mais pour Bernard, sur plus que moi, parce que Bernard, il en a beaucoup souffert, parce qu'on s'est investi, tu t'investis, t'écris, tu Et réalises. Bernard, il fallait le convaincre de revenir, il était dur à convaincre. Alors, au départ, on était chez moi à Boulogne, lorsque j'habitais à Boulogne, et au départ, on devait faire un spectacle. On était parti pour ça, et Bernard était partant. À 3, on était à 100%. Et c'est Didier qui nous a retournés, en disant, ouais les gars, faisons le film d'abord, et puis on fera le spectacle après. Donc, on s'est dit, ouais, bon, ok, d'accord. Et comme le film a marché correctement, mais pas autant qu'on ne le voudrait, en tout cas de la part des critiques et des téléspectateurs, on s'est dit, bon, et Bernard a fait marche arrière. Bon, Il fait bien la marche arrière. Hein. ouais. Et toutes ces blessures, ça mérite pas un réconfort et un cadeau, Roman? Bah si, on a plein de cadeaux à lui faire, mais on en a un en particulier. C'est un cadeau de notre sponsor qui s'appelle Trade Republic, qui est une très belle banque, qui fait une très très belle carte que je vais t'offrir. C'est une carte blé, c'est quoi? C'est une carte avec du blé dessus, avec autant de blé que tu vas vouloir mettre dessus. Et surtout, c'est une carte qui a plein d'avantages, notamment, il n'y a aucun frais bancaire. Intéressant. Il y a 1% de save-back, il y a 1% de ce que tu dépenses qui va être mis sur un compte placé, etc. Ah ok, Tu n'as pas d'agio, pas de frais bancaires. Pourquoi trade? Parce que sur l'appli qui est très très bien faite, tu peux trader des crypto-monnaies. Non mais je suis curieux. Faire, mais... Et si tu veux acheter un peu de Bitcoin, tu peux le faire directement sur l'appli. Et les altcoins aussi, j'ai mis un peu le le nez nez dedans. Ok, bah écoute, merci en tout cas. Tu peux prendre de l'XRP, tu peux prendre du Solana. J'en ai déjà. Voilà, c'est vrai? Ouais. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Toi, t'as bien placé tes ronds, toi. Bah voilà. Alors... T'es peut-être le meilleur des 3, non, au niveau financier? Je sais pas. Ah, t'es blindé. Moi, j'ai vu les comptes, j'ai vu les relevés des autres. Toi, t'as pris de la caillasse. Hein. Non, alors moi, comme tout le monde, j'ai pris de la caillasse comme tous les 3. Ah oui, toi, t'as bien géré, t'as bien placé. C'est pas ça, moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, l'argent, ça va, ça vient, et quand ça vient, ça va. Donc, ça rentre, ça sort, ça circule beaucoup. J'ai perdu beaucoup, je gagne, mais ça rentre, ça sort. Dans quoi t'as perdu? Quand j'ai produit mon spectacle Lone Man Show, je l'ai autoproduit, et à un moment donné, donc en 2011, au mois de novembre, j'étais au Palace, j'étais à 600 places par jour, sur une salle de 900, c'était plutôt correct. Grève des transports pendant 1 mois. Et là, je passais de 600 à 250, 300. Et comme je produisais, ging. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent, 700 000 euros. Vite, hein. 700 000 euros, tu vois. Et je les ai remboursés en 2 ans et demi. À tous mes débiteurs pratiquement. Et puis j'ai dit ok, donc là... Pratiquement, ça veut dire qu'il en a niqué d'autres. Non, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses que tu peux sauter, tu sais, il y a des choses, tu n'es pas obligé de le faire. Donc, redressement, machin, tout ça. Enfin, je suis passé par voilà, tout le cursus où tu as tous tes acquis et on te dit, faut les vendre. Je dis, oui, mais comment... Voilà, enfin bref, c'est tout un... Donc, je suis reparti à zéro en 2012, voilà. Et j'ai compris comment ça fonctionne. Donc, plus de frais, plus de loyer, tu vois, tous ces trucs où tu as des assistants, des producteurs qui s'occupent de tout, voilà. Et il faut savoir couper certaines branches. Voilà. Mais grâce... Pour ça, le léger. Non, mais voilà. Maintenant, grâce à ça... tu n'auras plus de frais bancaires. Plus de frais bancaires. Déjà, c'est déjà 300 € d'économiser par an.
En 2019, tu retrouves les deux autres à l'Arena de Bordeaux. Vous faites une soirée exceptionnelle, le groupe se reforme. Pour les Enfoirés. On a été contactés individuellement et individuellement on a dit oui, sans se concerter, pour la bonne cause. Mais le but c'était de reconstituer un medley de nos chansons pendant 10 minutes. Et nous sommes pratiquement les seuls à avoir chanté avec Goldman nos propres chansons. Parce que quand tu chantes tes chansons aux Enfoirés, c'est de l'auto-promotion. On a dit oui, donc on a répété avec des musicos en live, et c'est la première fois qu'on chantait en live. Toutes nos chansons ont été chantées en studio. Donc là, on s'est préparé avec des petites chorés, et puis les accessoires qui correspondaient à chaque chanson. Donc Automne et Passy, Les Vampires, etc. Bah, écoute, on était devant 12 000 personnes, mais un truc... mais... Il y a même des gens qui pleuraient, quasiment. Et tous les chanteurs... Parce que c'était mauvais. C'était pas une blessure ce jour-là. et tous les chanteurs, ils se sont mis devant à nous regarder, les sopranos, les vitrons, vous avez tellement fait plaisir comme des gosses. Gens. Et c'est un truc. Et là, on a senti cet amour. Tu vois, c'est de l'amour en fait. C'est de l'affect. Et là, on s'est dit, il se passe un truc, quoi. Nous, on n'était pas trop conscients parce qu'on est dans le maelstrom, on écrit, on joue, on travaille beaucoup. Mais à un moment donné, tu te rends compte que ce qu'on a créé, c'est que de l'affection et les gens nous le rendent. Voilà. Moi, j'ai pris le train il y a pas longtemps. Il y a un contrôleur, queue de cheval, boucle d'oreille. J'ai dit, putain, je vous adore, je vous kiffe. Bon, discrètement, on peut faire une petite photo là. Je dis, ouais, avec plaisir, bien sûr. On se met près des toilettes là. Ouais, si vous voulez. Petite mouche. Et tout d'un coup, il me fait clic, clac, 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 clac. Ah, super. Puis ça fait plaisir, hein. Parce que là, regardez, dans mon appareil photo, j'avais Bernard Tapie, Belmondo et Charles Aznavour. Et c'est bizarre, quand je prends le photo, les mecs, le lendemain, ils meurent. Et je fais, ok, vous êtes gentil. Rends-moi la photo. Voilà, donc cette espèce de vanne un peu au 6e degré, tu fais, ok. Bref, non, mais c'est amusant, les gens... les mecs, ils me disent, je peux vous serrer la main? Je dis, tant que c'est pas les couilles. Putain, t'es drôle, là, putain. Tant que le mec explose, j'étais déjà loin. Parce que des fois, tu peux pas rester avec les gens parce que t'as des choses à faire. Donc, faut toujours leur donner une petite vanne, un petit truc. Mais si t'es un peu morose dans un magasin, les gens, ils te... putain, vous êtes pas... Vous êtes plus drôle à la télé. Tout ça pour dire que les gens nous aiment, voilà. Ah oui, non, mais là, c'est la France qui vous aime. Donc après, de ton côté, au théâtre, tu obtiendras un joli succès avec Mathilde Amet, plus si affinité, avec 3 ans. Seul en scène. Ouais. Et tu as également mis en scène Élie et Dieudonné au début. Tout à fait. Tu n'as pas vu poindre les défauts de Dieudonné au début, non? Alors, c'est pas des défauts. Ce que j'ai vu poindre, c'est le problème avec l'argent. Je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription. Donc, c'est Dieudonné qui est venu me voir, qui m'a dit, ouais, je te kiffe, tout ça, j'adore, là. On est 2 petits jeunes, on vient de Montrouge, je sais plus dans quel bled, bref. Et il me dit, voilà, on a des petits sketchs et on cherche un metteur en scène. En tout cas, quelqu'un qui a un point de vue. Ok. Donc, je vais les voir au Café de la Gare. Ils présentaient dans des scènes ouvertes 2-3 sketchs. Je dis, ouais, pas mal, il y a un truc là. Ah ouais. Écoutez, les gars, je vais pas m'imposer. Ce que je vous propose, on travaille un sketch et s'il y a un mieux, on y va. Effectivement, je bosse un sketch, clac, clac, les intentions, les gags, l'écriture, la chute. Ils y vont, ça cartonne. Donc, on bosse ensemble. Et puis, au bout de 3-4 mois, je leur dis, les gars, c'est bizarre parce que vous êtes jamais là quand il faut, les horaires, c'est compliqué, le planning. Ouais, mais on a des petits boulots, on bosse. Donc, c'est compliqué. Je dis, alors, lâchez vos boulots, vos petits boulots, je sais pas dans quoi ils bossaient, et je vous donne chacun 10 000 francs, et on bosse pendant 1 mois, et on bosse. Ok. Élie me les a rendus 1 an plus tard, et Dieudonné m'a dit, toi, t'en as pas besoin, je te les rends pas. J'ai fait, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on a continué comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit, on fait comment pour les droits d'auteur? Parce que j'ai quand même écrit un peu, tu vois, j'ai un peu participé, notamment le sketch Cohen et Bocassa, c'est moi qui leur ai donné l'idée et qui commence à écrire. Ils ont complété avec des vannes. Et puis Dieudonné m'a dit, non, mais les droits d'auteur, on les garde. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et pour la mise en scène, on va te donner un petit pourcentage. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, les gars, je vais vous laisser parce que, à un moment donné, je trouve que... Et Élie disait trop rien parce qu'il était un peu inféodé. Et donc, je leur ai dit, écoutez, je vais enlever mon nom du DVD que j'ai réalisé parce que je suis pas fier de ce que vous êtes, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Humainement, il y a un truc qui me... Donc, je suis parti. Élie est venu vers moi, il m'a dit, ouais, bref, qu'il avait des problèmes. J'ai compris vos relations. Effectivement, ensuite, Dieudonné a créé une société, Bonnie Productions, et c'est lui qui payait Élie. Mais un peu moins que lui. Beaucoup moins, d'après Élie. Voilà, donc ça a créé une dissension, des problèmes, et puis hop, séparation. Et
Dieudonné s'est excusé 10 ans plus tard à Montréal au festival Juste pour rire. Il nous a toujours pas rendu les 10 000 balles, mais il s'est excusé. C'est un début. Non, mais bon, alors Dieudonné... Et cet argent pour toi, c'est une blessure? Non, mais je m'en fous. Non, je m'en fous. Moi, je suis fier d'avoir aidé ces gars-là qui ont du talent, ils l'ont prouvé. Et puis Dieudonné, c'est un mec exceptionnel, je trouve, en tant qu'acteur, en tant que créateur. Après, humainement, c'est autre chose, mais voilà, je trouve que il en a sous le capot. D'accord, mais je sais pas, moi, quand je dois de l'argent à quelqu'un, je le rembourse. C'est pas grave. Et j'aime bien qu'on me rembourse quand je prête de l'argent. Même si des fois, j'efface des ardoises, Roman. Petite salope. Tu penses à Denain? Ouais, je pense à Denain, c'est une date. Donc, gros carton au théâtre. Et tu as mis en scène... Excuse-moi, avec Mathilda, on a joué 3 ans. 3 ans, oui. Au départ, on était parti pour faire 50 représentations exceptionnelles au Splendide. On a joué 3 ans. Et je crois que tu lui as donné envie de continuer. Maintenant, elle a une carrière à part, Mathilda, où elle fait beaucoup de succès. Oui, elle s'est révélée. C'est vrai que... Exactement. En créant ce spectacle-là, on chantait, on dansait, on faisait du visuel. Ça lui a donné envie de faire un truc à l'américaine et puis voilà, elle a trouvé son flow, comme on dit. Quand tu as mis en scène Pierre Palmade, rassure-moi, il venait pas en voiture? Non, parce que j'allais chez lui, en fait, dans le Marais. D'accord. Et voilà. À ce propos, quand tu as mis en scène Laurent Ruquier, c'est là où il a fait son coming out. Tout à fait. Alors, c'est moi qui lui ai donné l'idée. Je lui ai dit... Au musée Grévin. Tout à fait. En fait, donc c'est lui qui est venu me voir à Montreux. Il m'a dit voilà, j'aime bien le boulot que tu as fait avec Cavana, Rousseau. Je cherche quelqu'un parce que moi je suis pas acteur, j'ai les mains moites, les pieds poites, la bite boite. Voilà, je suis pas à l'aise, je transpire et puis je suis pas acteur. J'aimerais quelqu'un qui me cadre. Je dis ok, avec plaisir. J'aime bien ton travail. Puis humainement, ça collait. Donc il est venu chez moi pendant 2 mois. On a bossé. Il lui a prêté 20 000 francs. Et à un moment donné, je lui dis, et puis il était homosexuel, il l'est toujours, bien sûr, mais il avait honte, il était un peu pas à l'aise avec ça. Je dis, ça serait bien peut-être d'écrire un sketch. En tout cas, on en parle. Et puis, et la première vanne, c'était, je suis pédé. Je suis homosexuel, ça se voit pas, donc j'ai raté des occasions. Première vanne, super. Et à la fin, en discutant, on arrive à une conclusion où il pouvait dire, bon, après tout, dites-vous bien que ce n'est qu'un sketch. Sous-entendu, c'est peut-être pas vrai. Donc ça mettait le doute chez les spectateurs, mais ça le rassurait lui. Et puis donc, alors, comme il n'était pas à l'aise, je lui dis, écoute, t'inquiète pas, mais comment tu vas faire les mises en scène? Je lui dis, t'inquiète pas. Donc sur scène, j'ai fait quoi? J'ai mis une table basse, un frigidaire, une télé, des journaux, comme s'il était chez lui. Du coup, il avait toujours un truc à faire, physiquement, au lieu d'être debout, et puis de faire des allers-retours, et puis Et c'est ça qui lui a permis d'être ancré avec son plexus sur scène et puis d'être comme à la maison, et du coup ça l'a rendu beaucoup plus à l'aise. Et après je lui dis peut-être les lunettes on verra, faut les changer, et puis un costard, voilà. C'était important pour lui parce que il en avait jamais parlé à ses parents, et ses parents l'ont appris en venant le voir sur scène. Ça je sais pas, ça si tu le sors d'où, ça? Oui, c'est une blessure. Il en parle. Ouais. Il en parle. Anthony Cavana et j'en passe. Alors parle-nous de J'en passe. J'en passe, ouais. Mais écoute, il a failli jouer dans le film Le Passe-Muraille, mais c'est Bourvil qui a eu le rôle. Et en ce moment, tu mets qui en scène? Alors en ce moment, je mets en scène, des petits jeunes, les plus jeunes que moi, c'est sûr. Je mets en scène un mec qui fait du beatbox, qui est extraordinaire, qui s'appelle Koch. Et puis un autre gars qui s'appelle Ada Abdelli, qui a créé la série Vestiaire sur France Télévisions. Avec les personnes handicapées. C'est un des auteurs qui est un peu polio, comme ça, qui a 2 baguettes. Et puis il me dit, Pascal, j'ai créé un spectacle, il est marseillais. Voilà, je dis, ok, moi je te suis. Moi, ça fait 13 ans que je te suis dans cette émission-là, dans ce process. Et puis je mets en scène d'autres, pour l'instant, c'est tout. Voilà. 2 gars que j'ai envie d'aider. Et puis Mais t'as une bonne vista, tu vois bien le talent chez les gens, tu peux trouver tu peux déceler. Alors, la seule capacité dont je peux m'enorgueillir dans la mise en scène, c'est que je vois, c'est presque de la psychanalyse en fait, c'est que si l'homme ou la femme sont viciés, ils peuvent pas travailler à 100%. Donc, je répare, sans être prétentieux, je répare la personne. Comment tu procèdes? Je vois les faiblesses, c'est-à-dire timidité, est-ce qu'il est radin, est-ce qu'il est con, il y a tout entre. Est-ce qu'il fait ça pour l'argent, pour les gonzesses, la thune, la drogue, est-ce qu'il veut être célèbre? C'est quoi le but de faire ce métier-là? Quand on a un but, après on peut travailler. Ensuite,
Est-ce qu'il s'exprime bien? L'écriture, le sens de la vanne, d'accord, mais ils sont peut-être super vanneux, mais c'est des mauvais comédiens, donc faut renforcer le côté comédien. Tu vois, c'est un ensemble de choses en fait. Donc j'arrive à équilibrer. Anthony Cavana m'avait dit je vais être une star en France. Je dis, ouais, mais c'est pas un métier ça. Donc j'ai vu que le gars avait une ambition qui était louable, mais je lui dis donc ça marche pas comme ça. J'étais quand même dans son sens. On a créé une affiche où il tient son nom comme ça avec un smile. Je m'en souviens. Il était content. Ensuite sur scène, j'avais mis son nom en lettres noires avec des locks parce qu'il avait des locks, tu vois. Et le A du milieu, il était dans le noir. Il était devant le A de Cavana. Et quand les lumières arrivait de face, on le voyait, il se détachait avec une musique un peu funky, donc un peu, tu vois, comme une star, quoi. Donc, il était contenté. Et parce qu'il avait envie, mais après, il a évolué, parce que maintenant, il a compris, il y a bien longtemps, mais au début, il avait cette ambition de dire, je vais être une star en France. Je dis, ouais, mais mec... voilà. Et la collaboration dont tu es le plus fier aujourd'hui, c'est avec qui? Avec Rousseau, avec... C'est Laurent Ruquier, parce que c'est pas son métier, en fait. Il est devenu, c'était un bon diseur, un bon raconteur. C'est un chansonnier. Un chansonnier. Avec tout ce que ça a de péjoratif pour à l'époque, nous qui étions plus jeunes. Ouais. C'était pour moi la meilleure collaboration. En tout cas, je pense l'avoir apporté. Pour moi aussi, parce que c'est à ce sketch-là où j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. C'est que le mec qui dit sur scène, qui fait son coming out sur scène, il se passait un truc. Ah, faut être courageux. Oui. Faut être courageux. Donc, les autres, bon, c'est tous les autres avec qui j'ai travaillé. Stéphane Rousseau, c'est un showman. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit son spectacle de québécois en français parce que je connais bien le Québec. C'est un pays que j'adore. Et puis, j'ai essayé de trouver des vannes un peu qui correspondaient pour qu'ils soient plus adoubés par les Français. C'est une bête de scène. Ah oui, mais comme Anthony Cavana, c'est l'école américaine, ça. Pourquoi on les voit moins en ce moment en France? Ça, je ne sais pas, mais je pourrais pas te dire. Mais il y a un effet de mode ou alors c'est des choix de carrière pour eux? T'as pas gardé de contact? Si. Anthony Cavana, il a fait quand même 3-4 spectacles ici, notamment mis en scène par Amy Kacha. Non, c'est peut-être l'envie aussi d'attaquer le côté anglophone. Tu sais, les États-Unis, faire des sketchs en anglais, il y a ce côté un peu, tiens, on va... Mais après, la France est devenue trop petite pour eux. Peut-être. Et pourquoi t'es pas aux grosses têtes puisque t'es proche de Ruquier? Alors, je déteste la radio. C'est un truc, moi, la radio. J'en ai fait 1 an avec Les Inconnus sur Europe 1. Moi, c'est frustration totale. Il y a personne. Moi, je déteste. Pas de retour. Je déteste la foule, mais j'adore le public. C'est-à-dire que là, il y a personne. Moi, j'ai besoin de communiquer, d'avoir une référence, de jouer pour. Là, t'es devant un micro, tu imagines, t'envoies ton top, ton machin, hop, les pubs. Il y a un truc, moi, Campan, il adore. Donc, c'est lui qui était le leader sur cette émission. Mais moi, la radio, jamais. C'est une blessure pour toi? Oui, c'était une blessure pendant 1 an. On a joué sur Europe 1 de juillet 87 à juillet 88, pendant 1 an. Et tous les soirs, on était au théâtre. On rentrait le soir, à minuit. Il fallait écrire le sketch pour le lendemain. On arrivait à la radio 1 heure avant pour préparer tout ça. En plus, moi, je faisais un jeu qui s'appelle L'Inconnu. Donc, je faisais des bruitages pour qu'on reconnaisse quelqu'un. Non, mais ça nous a beaucoup appris, c'est bien, moi j'adore. Et là, tu as plein de promos. Un petit peu. Roman? Non, t'as pas surtout plein de promos, mais t'as une promo, moi, que je trouve vachement sympa, c'est ta passion pour la photo. Tu fais des expos qui sont magnifiques. C'est gentil, merci. On va en incruster quelques-unes, là, pour que vous voyez un petit peu le travail. Ouais. Et donc avec là, quel appareil tu prends des photos? Alors, un Canon, 4. Argentique ou numérique? Non, numérique. Les pixels. Alors, je fais ça avec ça, bien sûr. Il y a des trucs pas mal avec ça. Puis avec un Canon 4D. Et moi, je fais la collection des coquillages depuis tout petit. C'est un truc qui me passionne parce que c'est beau, c'est joli, l'architecture, les couleurs, les formes, c'est incroyable ce que la nature peut faire. Et notamment, il y a le nombre d'or dedans. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre parfait. Et oui. Et là, tu te dis, waouh, donc c'est la nature. Ouais, ok, ça c'est c'est un corail. Corail, ouais. C'est beau, la structure, c'est beau. Oui, mais ça c'est c'est mon porte-bonheur. C'est vrai? Ouais. Bah oui, je te sors pas des bulots de ma poche. Moi, je te sors mon porte-bonheur, mais c'est pas un coquillage. C'est une pierre. C'est quoi comme pierre? Un cristal de roche? C'est une sélénite, je crois. Un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Tu crois à la lithothérapie? Je crois à la vibration.
Ouais, ça, c'est autre chose. Ah non, tout est vibratoire. Oui, physique surtout, quantique, électromagnétique. Oui, C'est électromagnétique. Ça, je crois beaucoup à ça. Parce que, Roman, ton porte-bonheur? Eh bien, c'est la carte Trade Republic. Donc, les photos, oui. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des photos pour chez moi. La photo dont tu es le plus fier, on va la voir tout de suite. La photo que tu as envie qu'on voit là, c'est laquelle? De coquillage, tu veux dire? Non, ta photo que tu as faite, que tu préfères. Celle que tu veux. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Quelle est la photo que tu as envie qu'on mette à l'image là? Là, aujourd'hui, là? Oui. Putain, mais t'es con comme une pine. Que les gens vont 3 voir. fois, Là. je te répète, c'est quoi la photo que tu veux? Non, mais. Sans déconner, non, mais y a t'as deux pas choses. compris la question. Ta plus belle Sors-toi les photo doigts du cul, ever. putain, oh! Que j'ai prise ou que. Oh là, putain, c'est pas vrai. Oublie tes blessures, parce que je vais t'en faire une nouvelle. Cet homme est fou. J'ai fait une photo il y a pas longtemps sur un bateau au Mexique. J'avais un coquillage que je venais acheter sur la plage avec un vendeur à la sauvette. Et puis on était dans le bateau qui nous emmenait pour visiter une île. Et puis à un moment donné, il y a un calme. Et puis je vois une mer bleue, mais avec un bleu, avec un dégradé vers le ciel. Papa. Wow, je pose mon coquillage sur le bord, donc ça bougeait pas. Avec ça, j'ai fait clac clac. Et j'ai sorti la photo, j'ai fait ouh. Et maintenant, je l'ai faite en grand, elle mesure 1m40 et 1 mètre de large. C'est un truc énorme que j'ai mis chez moi, comme ça. Et c'est super beau. Et les gens, ils viennent, oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, qui a fait ça? Non, c'est apaisant. Et maintenant, j'ai des demandes d'hôtels qui me disent, pour mettre dans les chambres, pourquoi pas. Et notamment, il y a l'hôtel, le Rocamaya à la Grande Motte qui va s'ouvrir l'année prochaine, qui m'a demandé. C'est marrant, c'est comme ça qu'on appelle ta mère. qui m'ont demandé d'exposer et de faire une expo pour l'ouverture de cet hôtel de Rocamaya. Bon, je suis allé au Mexique. Ce qui est génial dans ton histoire, c'est que c'est pas un truc que tu as mis en scène. C'était l'instant. C'était l'instant, mais il y a toujours une mise en scène dans tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un rapport à la nature. Bien, après tu l'as organisé, mais c'était l'instant. C'est ça que j'ai. Va dans mon sens, Pascal. Si tu veux que ça se passe bien. Là, tu me blesses, effectivement, là. Va dans mon sens. Je vais dans ton sens, tu as raison. Parce que l'improvisation ne naît pas de rien. C'est-à-dire que j'ai toujours un œil affûté pour me dire, tiens, là, c'est le bon moment, le bon timing, la bonne couleur, la bonne température, et ainsi de suite. Tu as fait un roman photo aussi. Alors, c'est Antonin Peretchanko, qui est un réalisateur de cinéma, qui a fait, entre autres, La fille du 14 juillet, et qui a fait La loi de la jungle, et qui va sortir un film qui s'appelle Va des rétros, un film d'humour. C'est un film de vampire, mais d'humour super drôle, dans lequel j'ai participé, avec Esteban. Et il a eu l'idée de faire... de Philippe Clair. Tout à fait. Il s'appelle Michael Clair, alias Esteban. Et il a eu l'idée de faire un roman photo, un espèce de polar très très drôle. Oui, je l'ai lu, c'est très drôle. Et c'est vrai que de ne pas parler, ça fait du bien, mais c'est pas facile. Il te donne les phrases et tu dois exprimer les phrases en fonction de l'atmosphère, de l'ambiance. Ah, ça nous rappelle quand on était jeunes, les romans photos qui traînaient de nos mamans, les nous deux, les trucs. Et moi, ça m'interpellait quand j'étais gamin de lire des trucs aussi cons avec des gens qui avaient des expressions forcées. Ouais. Et aujourd'hui, c'est culte. Ça revient à la mode. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a que la forme qui change. Toi, je dis des trucs bien des fois, t'as vu? J'essaye de mettre des... bien. Non, mais l'interview est bien. Voilà, j'essaye de... Je trouve Roman en dessous. Toujours. Ouais, mais moi, je voulais savoir combien ça coûte si je veux m'offrir une photo Pascal Légitimus. Alors, une photo de coquillage. Tu vas sur le site artimusphotographie avec un y.com. Ça commence à 120 €. C'est des 40 par 30. Après, tu as des 75 par 50 qui sont à 400 et quelques. Après, tu as des gros formats. Et les formats plus chers, ils sont sur des toiles de tableaux. Et elles ont des super cadres. Ça va de 700 à 1000. Mais 1000, c'est des gros machins. Hein. Non, je voulais pas que ça tape trop. Je voudrais que ce soit un peu populaire. Mais tout le monde a 1000 boules pour une photo de coquillage, connard. Non, mais il y a des gens... Ça tape pas trop. Non, mais c'est cher à produire. Hein, il y a des gens qui ont des beaux appartements. Je trouve que c'est plutôt que s'acheter des merdasses. Voilà. Mais c'est pas le but de vendre. Le but, c'est de faire plaisir et puis surtout que les gens voient mon travail. Alors, si ça se vend, tant mieux. Mais je fais beaucoup d'expos dans toute la France. Alors, ce soir, avec Roman, on va à une soirée caritative pour des enfants malades. Est-ce que tu peux nous offrir une toile? Bien sûr, je l'ai déjà fait pour l'UNICEF, bien sûr. Ah bah ça, c'est cool. Oui. Donc, on aura la photo et ce soir, ça se passe au Fouquet, si tu veux venir. Ok. Non, je peux pas ce soir. Et il y aura Pascal Selem qui... Non, je viens pas alors. qui les a aidés. Il m'a blessé. Ben merci de ta gentillesse. Alors attends, je vais te montrer une photo, voilà, que j'ai faite. C'est une conche.
Ouais, si tu veux, ouais. Un lambi. Ouais, un lambi, attention, vas-y. C'est pareil, un conche, lambi. C'est Non, mais très beau. on va l'incruster pour que les gens la voient bien. Oui, bien sûr, on va Et tout. vous la voulez, celle-là? Ouais. Attends, t'as un sexto. J'ai encore le goût de ta... Oui, ça, non, je pense pas. Vous avez bien fait de me dire qu'il faut vérifier avant. Et, ou alors vous choisissez, vous allez sur le site et vous choisissez. C'est très gentil. Et on te dira combien ça a fait. On va choisir et on va la montrer ce soir. Ben ouais, on va te dire combien tu vaux sur le marché de l'enchère caritative. On va faire 1000 à prix, 1000 euros. Alors, j'étais à Drouot vendre 3 tableaux il y a 2 ans. Donc des grands formats. Non, des 75 par 50, c'est-à-dire des formats... bref. Bref. Et j'en ai vendu 3, donc la cote était à 420. Donc c'est minimum 420 pour des photos encadrées, propres et tout. Et tu les signes? Elles sont toutes signées. Toutes signées. Par contre, les photos toutes simples, elles sont moins chères, bien évidemment. Et tirage numéroté quand même? Que l'étoile. Que l'étoile. Ouais. Ah, on veut une toile, nous. Et il y a combien d'exemplaires? 8 sur l'étoile. C'est pas une édition limitée? Pour l'instant, non. Non. Je suis au début, hein, donc. Et là, mon expo est à 7. C'est pas cher. Elle est à 7 dans la galerie Myline Bruniquel. Il y a à peu près une trentaine de photos et de tableaux. Et non, c'est super. Les gens, il y a du monde, c'est génial. Donc, si tu as des coquillages. Si tu as des dates de tournée, on va l'incruster dans cette petite vidéo. Faut qu'ils aillent sur mon site Instagram, artimusphotographie.com, Artimus Photographie même sur Instagram. Tu te sens, alors question bateau qu'on a dû te poser 1 milliard de fois, tu te sens plus antillais ou plus arménien? Alors, dans ta culture? Je suis arménien dans la vie et antillais sur scène. Traduis cette phrase. Arménien, je suis plutôt quelqu'un de posé, de calme, cool, introverti. Moi, dans la rue, je mets des chapeaux pour pas qu'on me voie, je rase les murs, je suis discret, je fais pas de bruit. Et sur scène, c'est une espèce de schizophrénie. Il y a plusieurs personnes qui sont en moi qui s'expriment. Et c'est génial d'ailleurs. On va te faire un quiz. Les métis célèbres. Ok. Père américain d'origine kenyane et mère irlandaise. Alors, c'est français ou étranger? C'est pas français. Ah, c'est pas français. Ah oui, alors ça va être compliqué. Père américain d'origine kenyane. Ah bah oui. Mère irlandaise. Merci. Roman, tu l'as. Ah bah oui. Un indice? Ouais. Yes, we can. Ah oui, d'accord. Ah oui, en fait, ok. Parce qu'en fait, je sais pas s'il est kenyan, c'est pour ça. D'origine kenyane. Ah oui, parce qu'il y a un truc dans... Père d'origine... Obama donc, hein, voilà. Père afro-américain, amérindien et chinois, mère thaïlandaise et néerlandaise. Jackie Chan. Ah là, il faut des indices là. Fou du cul. Un fou du cul. Il a toute sa passion, c'est les trous. Un gros fou du cul, il était en désintox. Tiger Woods. Oui, Tiger Woods. Oui, lui, il chope les indices. Oui, il chope les indices, ouais. Toi, t'as trop de blessures. Je m'intéresse à des choses plus importantes, surtout, je crois. Bon, c'était un quiz sur les métis, ça vaut ce que ça vaut. Je me suis fait chier à le faire. Non, mais c'est bien, mais excuse-moi. Pascal. Ouais. Je suis avec Pascal. Qui? Légitimus. D'accord. Il va offrir... Ouais, ok. Non, il peut pas venir. C'est au profit de quelle assoce la bonne action? Parce que Pascal nous offre une toile. Dis merci, Pascal Légitimus. C'est Pascal Célèbre. Merci Pascal. Je t'en prie. Marraine de cœur. Explique-nous, vas-y, fais la pub pour cette assoce. Marraine de cœur, c'est une association qui s'occupe toute l'association, qui donne tous les dons qui prennent. Pascal, t'as fumé? Putain, il explique bien en tout cas. Ouais, je viens de prendre un cachet, j'ai la tête comme... Ah, tu prends un cachet pour faire du caritatif? Donc t'as très mal expliqué, quoi. Ça va où le fric? Ça va aux enfants malades, le cancer, Non, mais on connaît les maladies. Voilà, c'est ce que je te dise. C'est une association pour les enfants malades. Ok, c'est bien, c'est respectable. Merci. Voilà. Merci Pascal. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais qui viennent boire un coup, vite fait. Non, je peux pas. Non, il boit pas, il est chiant, il boit pas, il a des blessures. Voilà, le mec a des blessures. Non, j'ai du travail surtout. On a tout ce qu'il faut ici pour les blessures. Très beau jeu de mots, Pascal. C'est très bien de sentir son victoire. Bisous. Allez, bisous. C'est horrible. Hein. On l'a tellement aimé. Ouais. Bon, je continue mon petit jeu. Père haïtien, chinois, portugais et anglais. Mère anglaise. Acteur américain. Alors, c'est pas Yul Brynner. Non, il est très connu. C'est un mec super Marlon bien. Brando.
Il a fait des films cultes, ouais, où il évite les balles en se couchant, comme ça, c'est graphique. Ah ouais, Keanu Reeves. Bravo. Ah. Père haïtien, mère japonaise. C'est une femme qui joue au tennis. Osaka. Osaka. Sois moins dynamique, Roman, non, parce mais, que... Père britannique, mère jamaïcaine. Mais c'est l'indice, c'est mince. Mère jamaïcaine. Bah, c'est une chanteuse, c'est toi, c'est déjà... Un chanteur. Ah, déjà, ok. Bob Marley. Voilà, putain, Parce que c'est je pas connais dur que lui. en plus. Petite dernière. Oui, allez. Père du Burundi. Alors j'ai mis du Burundi parce que je connaissais pas l'adjectif burundais, comment on dit? Burundais, ouais. Burundais. Burundais, je crois. Pierre Burundais. Mère française. C'est tout. Un indice, c'est une femme qui adore faire chier les betteraviers, quoi. Ah, bah oui. Karine Le Marchand. Voilà. Il était meilleur que toi. Ah ben moi, non, mais là, j'ai pas assez d'indices. Tu me dis machin, Allez, machin. j'ai un autre jeu, rien à foutre. Voilà, très bien. Arménien ou pas? Mais, alors arménien, oui, parce qu'en fait, beaucoup arménien. En fait, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus arménien qu'antillais. Ouais, je t'ai pas posé une question, là. Non, mais je réponds à la question que tu Mais m'as pas c'est pas une posée. question. C'est mon jeu. Et c'est quoi ton jeu? Arménien ou pas? Bah oui. C'était Et quoi là, le... c'est pas, je te repose pas une question. là. Non, mais l'intonation, le sous-texte, il y a une question. Alors, faut que tu me dises s'il a, Attends. s'il a du sang arménien. C'était quoi le nom arménien de ta maman, du coup? Camborian. Oui, parce que Rian, c'est fils. Ouais, fils de. Evian, c'est fils d'Ève, tu vois, par exemple. Abonessian, fils d'abonné. Kardashian, fils de casse-couille. André Agassi. Arménien ou pas? Bah oui. Oui. Bah bien sûr. Éric Zemmour. Arménien, non. Non. Et non. David Guetta. Non. Si. Arménien, David Guetta. Ouais, il s'appelle Guettarian. C'est un gag, bon ça. Non, c'est pas Ouais, un gag. mais non. mais regarde, Sérieux. renseignez-vous. Ok. On s'est Bah. croisés plusieurs fois, on n'en a jamais parlé. Cher. Muriel Robin est arménienne. Elle l'a Oh pris. bah non, elle l'a pris. Oui, je mais l'avais. je sais bien. Mais au moins que toi, voilà. C'est chiant. Elle l'a pris très tard, mais je trouve ça amusant. Cher. Arménienne. Tu vois, je suis Son bon vrai là. nom, c'est Chériline Sarkisian. Toi, je suis bon là. Alain Prost. Arménien. Oui. Michel Legrand. Arménien. Oui. Alice Sapritch. Arménienne. Oui. Édouard Balladur. Arménien. Ouais, mais il a plus de sang turc qu'arménien. Mais Oui, il a oui. un Mais peu t'as de sang. beaucoup d'Arméniens qui sont nés en Turquie. D'ailleurs, Si. mon arrière-grand-père, enfin mon grand-père était donc un Turc arménien. Un loup gris? Ben non. Je sais Et pas le comment on gris, appelle c'est- ça. Enfin, non. arménien, mais né en Turquie, voilà. C'est Michel Blanc. gris. Non, Non. Nicole Calfan. j'ai un doute. Je pense pas, non. Francis Weber. Non. Oui. Putain, Je crois motherfucker. qu'il doit s'appeler Weberian, un truc comme ça. Léa Salamé. Oui. Hélène Ségara. Oui. Oui. Napoléon. Non. Mais si. Non. Mais si, il s'appelait Napoléon Bonapartian. Mais non. Bah si. Non. Mais tu n'aimes pas l'histoire? Non. Pourquoi non? Napoléon, il y avait du sang nègre dans ses veines. Qui venait d'où? Je sais pas, mais j'ai appris ça il y a pas longtemps. Là. Ils en Tu fait. dis nègre encore, toi? Ouais, t'as le bah droit nègre, oui, noir. Enfin, noir, nègre, black, je m'en fous, moi. Comme Julien Clerc. Julien Clerc, oui, il est métis, oui. Martiniquais, je crois. Il me semble, ouais. Non, mais il y en a beaucoup comme ça, tu vois, qui ont une apparence un peu... on sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais... Moi, on me prend toujours pour un arabe, tu vois, un Algérien. T'es tunisien, toi, hein. Toi, t'es de chez nous, t'es de Maroc. Et j'ai dit, non, je suis français. Arrête. T'es un Indien, alors. T'es du Brésil. J'ai dit, non, je suis arménien. Quoi? Il dit, à l'époque, quoi? Je suis arménien, métis. Mais c'est vrai que le mélange est improbable. Arménien antillais. T'en connais d'autres, des Arméniens antillais? Oui, bah, Henri Salvador s'est marié avec une arménienne. Oui, c'est marié. Oui, mais À l'époque, Jacqueline, il a eu un enfant, pas avec elle, mais s'il avait eu un enfant, il aurait été comme moi. Il a eu un enfant, il l'a pas reconnu. C'était. Alors, tu connais l'histoire? Oui. Bon, ça va. Vas-y, raconte-la. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, il a eu un enfant avec une personne qui était donc la femme après de François Perrier, L'acteur. l'acteur, et un jour il appelle François Perrier. Il dit voilà, qu'on peut se parler parce que voilà, j'ai appris que l'autre il lui dit si tu appelles encore une fois, je te tue. L'autre, c'est Henri Salvador. Oui, Salvador a appelé pour dire bon voilà, on peut se voir quand même parce que il paraît que j'ai un fils, je viens de l'apprendre. L'autre il dit tu dégages. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il Qui, fasse? François Perrier? A dit à l'autre, il a dit à Henri Salvador tu dégages, sinon je te bute.
qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Donc l'autre, il a un peu couard, un peu lâche, un peu, je sais pas. Donc l'histoire, oui, mais en même temps, c'est pas que de la faute d'Henri Salvador. Après, il l'a pas assumé parce que il a essayé de le voir. Après, son fils, il l'a vu, puis c'était compliqué. Ça s'est pas très bien passé. Hein, non, mais parce que tu découvres quelqu'un que Jean-Marie, d'après Jean-Marie, ça s'est pas très bien passé. Il a pas été très cool, non. Henri. Bah parce qu'en fait, la haine qu'il avait contre Perrier, il l'a un peu, transposé sur. Moi, j'ai essayé de réunir les deux, de les réunir un petit peu, et j'ai eu une fin de non-recevoir. De non-recevoir. Et quand Henri est mort, je le connaissais bien, et donc je suis allé chez lui, et sa femme m'a dit, tu veux le voir? Moi, j'étais pris de court, j'ai dit oui, j'avais aucune envie de voir Henri Salvador mort. Donc je suis allé dans la chambre seul avec lui, il était allongé sur le lit, il y avait la télé, il y avait la télécommande, on avait l'impression qu'il allait zapper, et dans mon souci de réconcilier tout le monde, je lui ai dit je vais embrasser ton fils pour toi. Et j'étais content, j'avais le sentiment d'avoir réussi post-mortem ce que je n'avais pas réussi à faire de son vivant. Mais l'histoire est compliquée, hein. Jean-Marie était je sais. Était très 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 en colère, et mon père a connu son frère André, qui l'a aidé à la fin de sa vie. Parce que l'autre, il était démuni, pauvre, abandonné. François Perrier? Non, le frère de Henri Salvador, André Salvador, avec qui il était en bis-bis parce que c'est son frère aîné. Et à l'époque, ils chantaient pareil tous les deux. Et Henri Salvador a dû dire à son frère, écoute, ne porte pas le même nom que moi parce que sinon ça va être compliqué. C'est ce que j'ai compris. Donc l'autre, il a changé de nom, puis il est parti au Québec. Et quand il est revenu, il était un peu démuni. Mon père s'est beaucoup occupé de lui. Et André Salvador a écrit des chansons sublimes qui sont encore dans un tiroir. Et donc j'ai son neveu qui s'appelle Clovis Salvador, qui a la même tête, qui m'a dit, Pascal, il y a des chansons là, c'est plutôt pas mal. Mais moi j'ai adoré Henri Salvador. Je suis allé chez lui à Place Vendôme, et puis avec sa femme Catherine, on a encore des contacts. On s'appelle souvent, et j'avoue que voilà, c'est toute une époque, quoi. Mais c'était compliqué pour Salvador parce qu'il m'a quand même avoué que lui, au départ, il voulait être comédien. Il y avait toujours un Bourvil, un Louis de Funès, un Fernandel devant lui. On lui disait, non, c'est pas possible. Il dit, donc du coup, il a pris la tangente, et puis il a essayé de s'exprimer à travers des sketchs, des chansons. Et Scopitone, qui était incroyable. Et il y a des membres de ma famille qui ont joué dans le Scopitone, nos ancêtres, les Gaulois. Derrière, c'est toute ma famille. Il y a mon père, mon oncle, ma grand-mère, qui font la figuration. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais un des avantages de faire ce boulot, c'est qu'on rencontre des gens qui ont été nos idoles. Ouais. Moi, j'ai rencontré Maxime Le Forestier, Pierre Perret, Henri Salvador, que j'écoutais enfant. Toi, c'est qui les personnes que tu as eu le plus de plaisir à côtoyer? Alors, parmi tes idoles? Il y a Salvador, mais assez tard. Bizarrement, Roger Lanzac. Monsieur de la Piste aux Étoiles. Donc c'est un vieux monsieur, je sais pas si tout le monde connaît. C'était en noir et blanc. Roger Lanzac, quelqu'un de très sympathique, très puis ludique. Ensuite, je l'ai souvent dans les coulisses voir mon père travailler, répéter à la maison de la radio. Et il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui nous a beaucoup aidé, c'est Jean Poiret, que je connaissais pas spécialement. Mon idole. Parce que quand on a voulu jouer au Palais Royal en 89, le directeur du Palais Royal, Francis Nani, non, avant Rosière, Jean-Marie Rosière, a dit, moi je veux pas de comique, je veux des gens qui fassent du théâtre, des gugus, les saltimbanques, je veux pas. Et Poiret a dit avec Pierre Mondy, on va aller les voir à Nancy, puisqu'ils nous ont invités à Nancy. Donc ils ont été à Nancy, ils nous ont vus, et à la fin on a dîné avec eux. Ils nous ont dit, mais les gars, vous êtes des acteurs, quoi. C'est ce que vous faites, c'est génial, c'est super. Et donc, c'est grâce à eux si on a démarré notre carrière, parce qu'ils nous ont permis, c'est une espèce de Sésame, ouvre-toi. Ils ont dit à Rosière, écoute, les gars, là, ils sont super bons, c'est des scénettes de la vie, c'est comme une chronique de tous les jours, mais c'est interprété, ils sont super bons, ils sont drôles. Donc, il y a eu le forcing, et puis voilà. Donc, notre carrière a démarré vraiment le 5 mai 1989, grâce à Pierre Mondy et Jean Poiret, que j'adorais. Non, moi, j'ai plein de questions. Parce que quand j'ai dit Pascal Légitimus, j'ai reçu une montagne de mails. Par rapport à d'autres noms que tu as annoncés. Oui, où j'avais 3 mails, dont 2 fois le même mec. C'est quoi les pires invités qui n'inspiraient pas les gens? Je ne le dirai pas.
Campan, il n'y a pas eu des mails pour Non, Campan? c'est pas vrai. Si, bien sûr. Bon, bah d'accord. Non, mais- attends, Mais pour... va pas à la pêche aux compliments, les Français, vous adorent, vous êtes Oui. cultes, Oui, non, mais je sais bien. C'est pas ta petite putaine du showbiz, vous êtes Je suis désolé. là, quoi. Là, tu me blesses, là. 80... grosse blessure. 80% des mails, c'était des gens qui disaient juste, putain, c'est génial, c'est l'idole de mon enfance. Alors voilà, première question que la plupart des gens posent, c'est qu'est-ce que ça leur fait de savoir qu'ils ont été les plus grands, qu'ils ont été les numéros 1, que toute la jeunesse, que les cours Avec les nuls, d'école... ex-aequo, on peut dire. Ouais, mais oui. non, c'est pas pareil, les nuls. Parce Ouais, que c'est pas les nuls pareil. touchaient pas les enfants comme... Si, il y a eu non. un procès. Enfin bon. Les chansons des inconnus, c'était dans les cours d'école et c'était 100% des Ouais, enfants ouais, qui les ouais. chantaient. Ça n'avait rien à voir avec l'humour Donc, des la nuls. question. Donc la question, c'était qu'est-ce que ça fait d'avoir été les numéros 1 Ça fait plaisir. Deuxième question. Non, mais ce qui est génial, c'est que vaut mieux ça que d'être un clochard, déjà. Donc, il y a souvent on dit, vous en avez pas marre qu'on vous ressasse. Je dis, mais non, c'est génial. On s'attendait pas à ça. On s'attendait à rien. On a eu tout. Même des prix, de la reconnaissance. Mais ce qui est Tout. Molière, César, Ouais, Victoire de la musique, tout. ouais, Grand Prix de la SACEM, enfin, bref. Et bon, évidemment, on n'a pas fait ça pour les prix, parce que nous, c'est 3 copains qui déconnent, qui s'amusent, puis on avait envie de s'exprimer, on avait un point de vue surtout. Chacun apportait son manger, mais de savoir qu'il y a eu un écho chez les gens, et que ça fait bouger, aussi bien, on va dire, au niveau de sociétal. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est une dame, mais il y a eu plusieurs exemples, mais il y a une dame, il y a pas très longtemps, qui m'a dit, vous savez, à l'époque, j'avais un enfant qui était malade, qui était à l'hôpital, il était pas bien, et puis on se faisait du souci, parce que là, ça a commencé à décliner. Et puis vos sketchs sont passés, et il regardait ça, il attendait, il est resté longtemps à l'hôpital, il attendait, donc on enregistrait pour lui, on lui passait un DVD, et ça lui redonnait presque vie. Et le gars, ça y est, et puis je dis pas qu'il a été guéri, mais en tout cas, ça a contribué à ce qu'il soit mieux en forme. Et ça vous a fait plaisir d'être canonisé après ça, vous? Ça veut dire quoi, canoniser? Bah, t'es devenu saint. Vous avez été canonisé, vous êtes des saints. Ouais. Saint Dans la vie, légitimus. on est des saints dans la vie, on va dire. Alors l'autre question qui revient, mais en boucle, c'est est-ce que vous pourriez refaire les sketchs voilà. Alors, est-ce que vous pourriez encore non, le faire Bernard, Voilà, mais c'est comme Bernard ça- qui bloque. Non mais voilà. Alors, il y a deux choses. Il y a Bernard qui bloque, qui veut pas refaire de sketch, et il y a aussi le fait de refaire des sketchs avec des points de vue un peu agressifs. C'est ça. Est-ce que tu pourrais refaire les accents? Est-ce que tu pourrais te remoquer de machin, etc. Est-ce qu'on peut rire de tout avec n'importe qui, etc. Moi, je donne des exemples. J'en donne quelques-uns. Par exemple, je dis plus moi, par exemple, je dis plus un nain. Je dis un homme verticalement concentré. Je dis plus le téléphone arabe, parce que ça peut vexer. Je dis les kabyles téléphoniques. Je dis plus un noir ou un black. Je dis un homme à forte pigmentation. Je dis plus un juif. Je dis rien. Donc ça pour dire qu'on peut transformer. Il y a le fond et la forme. Donc le fond, c'est la même chose, mais tu changes la forme pour véhiculer l'idée que tu as envie de traduire et de donner comme ça en pâture au peuple, parce que c'est important quand même d'appuyer là où ça fait mal. Mais il faut aujourd'hui, avant on recevait des lettres, on les lisait pas. Maintenant aujourd'hui c'est en direct, tac 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 tac. Mais on peut pas plaire à tout le monde, donc à un moment donné. Mais une mauvaise vanne, si c'est pas drôle, ça devient vulgaire. Effectivement, ça peut toucher. Oui, je suis d'accord. Mais quand c'est drôle, à un moment donné, ça va. Et si ça plaît pas, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas une question, mais je voulais te le transmettre. Il y a eu pas mal de mails aussi pour me dire que ton film anti sur scène était un grand film. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'antillais qui m'ont dit je suis antillais, j'ai adoré ce film. Dites-le lui, parce que je sais que il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, pas assez de gens qui l'ont vu. Alors, ce film, il a terminé il a terminé avec 420 000 entrées. Ce qui est aujourd'hui un très beau score. Mais il y a un moment donné, les distributeurs m'ont dit, Pascal, on va enlever ton film, parce qu'il y a le dernier empereur qui arrive, il faut faire de la place. Donc on a choisi ton film. Je dis, mais les gars, c'est chaud là. Ben oui, je suis désolé, parce que bon, c'est un film américain, donc les gens préfèrent les manchots aux Antillais. Voilà. Et ça, c'est une blessure. C'est une grosse blessure. Et surtout que j'allais vers les 700 000, moi, tranquillou. Mais c'est pas grave. Moi, je l'ai présenté dans le monde entier. Là, je vais le présenter en Afrique, là. Et c'est un film qui a du sens. C'est pour moi une signature. C'est un leg. Parce que, évidemment, les hommes à forte pigmentation manquaient à l'époque beaucoup dans le PAF. Là, il y en a beaucoup plus. Bon, il y a Omar Sy et d'autres. Il n'y en a pas de trop maintenant. Mais c'est encore compliqué. Mais il y en a pas partout. Je pose la question. Non, il y en a dans le sport, dans la chanson. Mais c'est vrai qu'au cinéma, il n'y en est pas pléthore, quoi. Donc, il y a encore un petit souci. Mais j'étais content. Alors maintenant, je vais réaliser un nouveau film l'année prochaine, si tout va bien, avec le personnage de Marie-Thérèse.
Et le film s'appelle ton infirmière antillaise. Voilà, le film s'appelle Marie-Thérèse, c'est sur les erreurs médicales, donc c'est une comédie. Alors, est-ce que je peux te demander une chose qui me ferait très plaisir? Ouais, je me doute de ce que tu vas me dire. Voilà, qu'on finisse comme ça, que tu ne répondes que comme ça. Si tu veux. T'as fini, Roman? Ouais, j'ai fini. Ok, donc l'émission est terminée. Merci, merci de t'être livré dans tes blessures, ce qui est plus profond. Non, mais vraiment, ça m'a fait plaisir. Vraiment alors les blessures, il y en a eu, mais bon, il y a aussi de la joie quand même. Il y a de la joie. Marie-Thérèse, tu connais l'émission, on termine avec les tu préfères. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est parti. Tu préfères faire un spectacle en duo avec André Manoukian ou avec Francky Vincent? Avec Francky Vincent, je pense que ça serait beaucoup plus drôle. Tu le connais? Bien sûr, je le connais, bien sûr. Et il a tenté un truc avec toi, Marie-Thérèse? Non, Francky Vincent, il est trop vieux. Hein. Non. C'est pas toi qui l'appelais le boudin créole? Non, c'est pas moi, non. Non, je l'appelais la banane sèche. Tu préfères jouer le rôle du soldat inconnu ou celui de l'inconnu du Nord Express? L'inconnu du Nord Express. L'autre, il est dans une tombe. L'autre, il est vivant. Non, c'est bon, ça. Quel était le prénom de l'inconnu du Nord Express? Aucune idée. Bruno, si je ne me trompe pas. Tu préfères Didier Bourdon ou Bernard Campan? Je préfère Bernard Bourdon. C'est mon préféré. Non, mais livre-toi vraiment. Cette question, c'est quoi cette question? Mais c'est une question pour que tu te fâches avec un ami. Mais ça va être compliqué. Mais il faut que tu donnes une Torture-moi. Si tu veux me torturer, tu fais manger de la truffe. Vas-y, allez, je vais chercher de la truffe, je te balance tout, je vends en père et mère. T'aimes pas la truffe? Je déteste la truffe. Mais c'est tellement bon. Ah putain, c'est... Moi, une fille qui bouffe de la truffe, je l'embrasse pas pendant 15 jours. Non, faut arrêter là. Non, c'est chaud. Je déteste la truffe. Une fille que j'embrasse, je veux des truffes. Non, moi je déteste tout ce qui est fort en fait. Je déteste les asperges. La truffe et les asperges. Je déteste tout ce qui est... Tout ce qui vient de la terre? Tout ce qui est fort. Et le piment? Ah, je déteste le piment. Ah bon? Bon ouais, non. Ah ouais, non, je suis pas un vrai. Hein. Non. Pourtant, il y en a dans la cuisine créole et arménienne. Oui, mais je mange pas ça, moi. Non. T'as vu le chip? Tu préfères mourir étouffé en mangeant un dolma ou un akra? Les dolmas, c'est les petites feuilles de vigne avec du riz. Tout à fait, de vigne avec du riz, oui. C'est très très bon ça. Ah, c'est compliqué. Hein. Ça n'existe pas les boudins avec du riz, c'est dommage. C'est le métissage. Ça serait bien que ça existe. Alors Marie-Thérèse, tu préfères quoi? Akra ou dolma? Ni l'un ni l'autre. Mais tu peux pas, putain. Mais oui, mais si tu me poses des questions, on peut pas... Mais c'est le principe de... Oui, mais c'est de la trahison, là. Là, je vais avoir tous les Antillais. Si je dis Accra, j'ai tous les Arméniens qui vont sauter dessus. Et si je dis Boudin, non. Et vice-versa. Pince-le. Non, il a raison. Putain, c'est le premier qui joue pas le jeu. Hein. Vraiment, Marie-Thérèse. Ouais. Tu préfères te réincarner en turc ou en lougri, en lougri ou en esclavagiste? Oh putain. En esclavagiste. Ouais. Pour libérer tout le monde, tu vas me faire? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas ça mon propos. C'est en turc radical ou en esclavagiste qui ne veut pas libérer les esclaves. C'est malade. C'est quoi ce jeu? C'est de la méchanceté à l'état pur, c'est comme ça que je l'exprime. Non, Mon âme est noire. Tu sais pardon, mon âme a une forte pigmentation. Tu sais que dans un dîner il y a quelques années, j'étais à côté c'était un dîner à Neuilly chez les MST, les mocassins serre-tête. Et il y a un type à côté de moi qui dit « Monsieur Justimus, passez-moi le vinaigre. » Oh, pardon. Je dis quoi? Oui, nègre, vinaigre, ça vous dérange pas? Je dis quoi? Putain. Ah oui, j'avais pas vu. Tout le monde a fait oui, excusez-moi, voilà, vinaigre, ça peut... Je dis, mais je comprends pas Donc toute la soirée, j'ai fait des jeux de mots, baignoire, manoir, on peut plus dire. Toi, baignoire. Je suis parti en live, mais... On dit pas baignoire, Qu'est-ce qui on se dit passe paix de couleur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars pour qu'il te sorte cette... parce qu'on l'avait pas, nous, hein? Ah, pas du tout. Ben oui, moi non plus, mais et après, il a dû l'expliquer. C'est pour ça qu'on a fait ça. Non, nègre, vinaigre, voilà. Espèce de nom un peu comme ça. Bref. Une dernière pour la route. Ouais. Tu préfères faire golo dans la case avec une bite de Guadeloupéen ou une bite d'Arménien? Une bite de Guadeloupéen. Ouais, restons dans les clichés. Mais bon là, si c'est Marie-Thérèse qui reçoit, ça fait mal. Hein. Écoute Pascal, quoi qu'en disent les gens, pour nous, ça a été un bon moment que de te recevoir. C'est gentil, merci. Je sais que ton pull était laid, que toi, tu étais... C'est les dégoûts et les décevant. Je parle sous ton contrôle, Roman. Pas du tout.
Moi, j'ai adoré cette émission. Et moi aussi. Et on est content parce que les gens, on n'a pas pu vous réunir tous les trois. Donc, on a eu les trois les uns après les autres. C'est dommage. Ouais. Mais ce dont on rêve avec Roman, c'est de refaire une coloscopie avec vous trois. Ça ne vous engage pas à faire un Olympia derrière. Non, c'est vrai. Un film. Non, mais ça serait une belle émission, je pense. Puis nous, on a envie des fois, mais ça prouve qu'on travaille beaucoup. Donc, c'est plutôt bon signe. Si on n'est jamais tous les trois, c'est bon signe. Pour l'instant, Didier il tourne, Bernard il est au théâtre, moi je suis en tournée, je fais de la Toi, t'es d'accord? Ah, mais bien sûr. Ok. Ah oui, j'adorerais, moi. On va. Parce que quand on est ensemble, si je peux me permettre, il y a un truc. C'est électrique, il y a un truc. Voilà, donc après. Ce serait génial, hein? Ah oui, évidemment. Merci, Pascal. Merci, monsieur Collot.